Bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence Ancrage local, comment mesurer et renforcer l'impact sociétal de votre entreprise sur son territoire. Je me présente, je suis Nathalie Boyer, je suis déléguée générale d'un réseau multi-acteurs qui s'appelle ORE, qui a plus de 200 membres, dont vous avez 4 éminents représentants autour de moi, avec la caractéristique d'avoir évidemment des collectivités, des entreprises, des associations, des fédérations et des personnalités qualifiées, des petites entreprises, des grandes entreprises, des fédérations, on va le voir. Et nous travaillons sur les sujets environnementaux d'aujourd'hui et de demain. On a toujours mis en œuvre les meilleures pratiques environnementales, les meilleurs indicateurs, les meilleures méthodologies. Et aujourd'hui, au-delà de la biodiversité économie, de l'économie circulaire, je vais vous parler d'un sujet qui devient très prégnant dans les stratégies RSE des entreprises, l'ancrage local. Alors, je ne vais pas être toute seule pour vous en parler. J'ai la chance d'avoir un quatuor. D'abord, j'ai Isabelle Olivier, qui est responsable du pilotage de la performance extra-financière chez Saventia. On racontera après ce que fait Saventia. J'ai Antoine Laurent, qui est délégué général de la Fédération des entreprises d'insertion. J'ai Manuel Lénas, qui est délégué concertation à la direction dialogue et concertation du groupe EDF. Et j'ai Elisa Madavi, qui est directrice de la responsabilité sociétale et environnementale à Enedis. Alors, ancrage local, qu'est-ce que ça veut dire? Auré s'est penché sur la définition, alors pas tout seul. Là aussi, chaque fois qu'on produit des travaux, on est en co-construction. Et on a décidé, parce qu'il fallait une définition simple, que ça désignait l'implication de l'entreprise dans le développement économique et social de son territoire, visant à préserver et à renforcer les ressources communes de l'entreprise et de ce territoire. Alors, par ressources, il va y avoir évidemment les ressources humaines, économiques, techniques et technologiques, environnementales, sanitaires et même culturelles. Et surtout, quand on parle d'ancrage local, on parle aussi de qualité de relation entre les acteurs du territoire. Alors, vous savez légèrement qu'il y a une crise environnementale, qu'on a une raréfaction des matières premières, qu'on est dépendant des matières fossiles et des énergies fossiles, mais aussi une hausse des inégalités dans les territoires. Donc, les entreprises sont amenées à se recentrer sur cette responsabilité sociale et environnementale, à regarder et à connaître leur impact positif et négatif sur le territoire et à agir. C'est ce qu'on appelle la responsabilité territoriale. En 2018, Auré s'est aperçu que les entreprises avaient beaucoup de mal à aborder cette contribution socio-environnementale sur leur territoire. On a l'habitude chez Auré de travailler pour l'ADEME ou pour les ministères, et une de nos missions était d'examiner ce qu'on appelle les rapports extra-financiers des entreprises, alors qui sont très très bons au niveau social, parfois un petit peu douloureux au niveau environnemental. Il y a des indicateurs qui étaient plus difficiles que d'autres. Mais comment l'entreprise crée la valeur sur son territoire? Il n'y avait pas d'indicateur. Et les entreprises qui font beaucoup de choses sur les territoires n'arrivaient pas à mettre en avant ce qu'elles étaient en train de réaliser. Donc, on s'est attelé au sujet et vous allez voir par la slide suivante qu'on a beaucoup réfléchi, puisque c'est notre pyramide de l'ancrage local, où on s'est dit qu'il y a des entreprises qui étaient là passivement, c'est l'ancrage passif historiquement, et que le but du jeu, c'était d'arriver à un ancrage interdépendant, un ancrage dans lequel les entreprises font partie d'un écosystème collaboratif et collectif pour développer leur territoire. On s'est aperçu en travaillant sur ce sujet, on a fait des études, on a fait des enquêtes, que les entreprises ancrées localement ancraient mieux leur marché et développaient plus d'innovation. Ça a été assez vite mis en exergue. Au-delà de faire notre pyramide et ce guide qui est en train d'être réactualisé, on a développé un outil qui s'appelle l'IET, l'outil d'interdépendance des entreprises à leur territoire, qui permet de s'auto-évaluer et de piloter sa démarche d'ancrage local. Et Saventia est venu nous voir l'an dernier, donc en nous disant ça serait bien de réactualiser cet indicateur, et on s'est dit oui, le monde a changé, les normes, les réglementations ont changé, la double matérialité a changé, et on s'est aperçu que c'était très pertinent de le remettre à jour, notamment parce que ce sujet de l'ancrage local ou de la responsabilité territoriale est devenu stratégique et a bien remonté dans les stratégies des organisations. Au début, c'est un sujet... quand vous regardez une politique RSE aujourd'hui,
souvent, dans les grands groupes, on voit bien cet ancrage territorial. Est-ce que parce que les politiques nationales sont floues? Est-ce que parce qu'on s'est rendu compte de cette interdépendance stratégique du territoire? En tout cas, par rapport à 2018, le sujet a pris son ampleur et a déployé ses ailes. Voilà, quelques mots sur ces travaux-là. Donc cet outil, en quoi il consiste, puisqu'on est en train de le revoir, alors ce n'est pas fini, puisque le groupe de travail, et vous en faites tous partie, est en cours. Ce groupe de travail a décidé de réfléchir sur cet indicateur d'interdépendance des entreprises à leur territoire. Alors rien d'original, mais des sous-parties qui sont un peu innovantes. Donc on a regardé évidemment, pour faire de l'ancrage local, l'axe du développement économique et innovation, l'axe de l'ancrage social, l'axe de la responsabilité, mais aussi de la contribution. Je tiens bien toujours à ce pendant entre les impacts positifs et négatifs environnementaux et l'axe 4, gouvernance, et le chapeau transversal qui n'existait pas sur l'outil précédent. On s'est aperçu qu'on ne pouvait pas faire d'ancrage local sans comprendre son territoire pour y adapter les actions. En fait, il faut être capable de dresser un portrait précis. Évidemment, les politiques sur l'eau, si on est dans un territoire en stress hydrique, n'auront pas le même impact. Il faut connaître son histoire, sa démographie, ses enjeux économiques. Donc ce chapeau a été rajouté. Et sur l'axe 1, pour la slide suivante, s'il vous plaît, les aspects qu'on va regarder, c'est pas juste les emplois directs et indirects. On va regarder la contribution à la dynamique économique du territoire. Là, vous allez entendre parler d'achats locaux, notamment. On va parler de participation à l'ancrage des activités responsables sur le territoire. On va parler d'un sujet qui est très cher à Auré, qui est l'évolution du modèle économique de l'entreprise, à la contribution à la durabilité économique. Pour ceux qui font de l'économie circulaire, vous allez retrouver ici l'économie de fonctionnalité, de coopération, qui permet de mettre en place des performances d'usage et de créer de la valeur autrement que par l'achat de produits. Et quand on dit économie de fonctionnalité et de coopération, c'est pour répondre à des besoins d'un territoire. Vous avez aussi tous les aspects coopération et nouveaux modèles d'innovation, notamment l'écologie industrielle et territoriale qui permet à des entreprises de fonctionner comme des écosystèmes naturels, faisant en sorte que l'énergie, les matières premières, les déchets de l'une ou les sous-produits servent à l'entreprise de proximité. Alors, EDF, vous vous êtes saisi bien évidemment de ce sujet du développement économique, donc emploi direct et indirect, flux financiers sur le territoire, modèle d'affaires, achats locaux. Vous êtes intrinsèquement liés à vos territoires d'implantation. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, je rappelle qui me parle. C'est Manuel Lénas, qui est délégué concertation à la direction dialogue et concertation du groupe EDF. Manuel, c'est à toi. Merci. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis effectivement à la direction dialogue et concertation du groupe, mais j'ai dirigé un programme d'accompagnement économique dans les vallées des Alpes, qui est un programme aussi national, pendant 7 ans. Donc, c'est surtout de ça dont je vais vous parler pour parler ancrage territorial. Donc nous, on se reconnaît tout à fait dans les différents axes de votre indicateur nouveau, enrichi. Il faut bien comprendre que sur le sujet d'énergie, Enedis est là, l'ancrage territorial, c'est consubstantiel à l'activité. On a des centrales nucléaires, on a des 600 barrages hydroélectriques dans tous les massifs, pyrénéens, les Alpes, etc. On a d'autres types d'installations industrielles. Donc l'activité même, l'industrie, c'est une énergie de territoire. Donc on n'a pas un ancrage spontané, une entreprise s'implante, elle ouvre des locaux, elle se tisse son réseau au fur et à mesure. Nous, ça fait 80 ans qu'on est dans les territoires. Et particulièrement dans les milieux ruraux. Les centrales nucléaires, souvent, c'est dans les zones rurales. Les barrages, bien évidemment, dans les massifs montagneux. Et ça, pour un industriel, il y a 3 difficultés. Premièrement, recruter. Comment recruter localement des gens qui acceptent de venir passer des années dans des territoires éloignés des pôles métropolitains, des logiques urbaines? C'est pas évident. Deuxièmement, il faut qu'on trouve sur ces territoires des sous-traitants. Donc des petites entreprises, il y en a, etc. Mais il faut qu'on trouve des sous-traitants qui soient au niveau des exigences dont on a besoin pour faire des travaux, l'entretien, de la maintenance, des opérations courantes sur des outils industriels qui sont quand même assez pointus, que ce soit des barrages, des centrales nucléaires ou autres. Et puis la troisième difficulté, c'est lié, c'est un peu englobe les deux autres, c'est une difficulté d'attractivité. Pour trouver des sous-traitants, pour trouver des salariés, il faut être dans un territoire qui bouge. Un territoire où il y a une dynamique économique, où il y a une attractivité
touristique, économique, industriel, etc. Et donc, l'ancrage territorial, c'est une nécessité. Nous, notre métier, il est dans les territoires. C'est une responsabilité. Quand vous êtes un employeur dans ce type de territoire, vous avez évidemment une responsabilité dans la manière dont vous faites tourner l'économie locale et dans la manière aussi où le territoire alimente votre activité. Nous, sans eau, on ne peut pas travailler. Donc le territoire est un ingrédient qui rentre en compte dans notre business. Voilà. Et puis le troisième facteur, c'est que c'est une opportunité, c'est-à-dire la capacité à être bien intégré, donc vous l'exprimez bien dans vos différents niveaux d'engagement, d'ancrage, c'est une opportunité pour trouver des solutions face à ces trois problèmes, enfin ces trois difficultés. Voilà, donc après, effectivement, comment on le mesure, comment on le structure, je ne vais pas rentrer en le détail, mais il y a évidemment tout ce qui est les notions habituelles d'emploi direct, indirect par la sous-traitance, induit par l'activité qui est générée. Il y a la création de richesse. Alors, je la distingue de la création de valeur. Création de richesse, c'est vos investissements, les retombées économiques et fiscales, etc. La création de valeur, c'est déjà un niveau plus intéressant parce que votre activité va s'intégrer dans des dynamiques qui ne sont pas forcément les autres, mais qui sont celles du territoire. Alors typiquement, nous, dans l'hydraulique, on a des barrages, on a des magnifiques lacs formés par les barrages, et ces lacs deviennent des vecteurs de développement touristique. Par ailleurs, comme on gère la ressource en eau dans ces réservoirs d'eau, un certain nombre de stations de ski ont aussi des conventions avec nous pour qu'elles puissent prendre de l'eau dans nos réservoirs. Ça tombe bien, c'est un bénéfice mutuel. Nous, on a du stock. À certaines périodes, on peut délivrer de l'eau et les stations de ski, donc en hiver, ont besoin d'eau. L'inverse en été. Souvent, il y a des étiages, c'est la sécheresse, les débits baissent, il y a moins d'eau. Et le fait d'avoir des réserves d'eau stockées dans les barrages, ça permet de soutenir les étiages et donc de continuer à assurer la vie économique des territoires pour les entreprises, pour l'eau potable, pour l'eau industrielle, etc. Donc la création de valeur, vous voyez, c'est les externalités, mais c'est un deuxième niveau. Et puis après, j'y reviendrai dans le deuxième tour quand je donnerai un exemple bien concret. Il y a effectivement en quoi l'entreprise participe et soutient aux initiatives économiques du territoire. Donc nous, on a nos enjeux, on a notre métier, on produit, etc. Ce qui est plus intéressant, et pour résoudre les trois difficultés que je vous ai évoquées, c'est comment on peut aider et s'impliquer dans les propres problématiques du territoire. Donc problématique d'attractivité, c'est une difficulté à gérer, mais c'est bien une difficulté du territoire. L'emploi, l'inclusion, la formation, la montée en compétences des entreprises sous-traitantes locales, le soutien à l'innovation, c'est un axe important de votre indicateur et vous avez tout à fait raison. Pour qu'on ait des entreprises sous-traitantes qui soient au niveau, il ne faut pas qu'elles décrochent des mouvements d'innovation qui sont nationaux, internationaux. Donc on met en place des choses pour soutenir les sous-traitants dans leur capacité à innover très localement à l'échelle d'une vallée ou d'un département. Voilà, et puis après, des initiatives comme soutenir les tiers-lieux. Alors la fièvre des tiers-lieux d'il y a une dizaine d'années est un peu descendue, mais à l'époque, on était dans les premiers à soutenir la création de tiers-lieux dans les vallées parce que c'était un moyen de participer à l'animation économique et notamment un moyen qui permettait aux conjoints des salariés qu'on retrouve d'avoir un cadre de travail qui n'est pas celui d'EDF. Voilà. Donc il y a plein de... Voilà, je vais m'arrêter là, mais il y a plein d'exemples comme ça qui montrent que être ancré, c'est un peu de fait, les entreprises sont là depuis plus ou moins longtemps. Mais le deuxième niveau, c'est comment on sort de nos murs et on apporte une aide aux problématiques que doivent surmonter les territoires pour que nous, on puisse faire notre travail correctement, quoi. Merci Manuel. Quand on a préparé votre intervention, moi, il y a une expression qui m'a beaucoup marquée. Il n'y a pas une entreprise qui gagne dans un territoire qui perd. Et c'est tout à fait vrai, l'ancrage local. Alors, on va passer à l'axe 2, l'ancrage social. Donc là, évidemment, on s'est intéressé au développement économique de l'entreprise. Mais ce qu'il y a d'intéressant avec cet axe 2, c'est qu'on s'intéresse maintenant à comment l'entreprise contribue au développement de l'individu sur le territoire. Et ça, c'est fondamental aussi. Donc, il y a les aspects d'insertion professionnelle, d'inclusion et de lutte contre les discriminations. Le développement d'un vivier de compétences adaptées, vous en avez parlé déjà un petit peu.
Et deux nouveaux sujets qui sont sortis par rapport à l'ancien indicateur pour voir l'évolution de la société, c'est rendre possible un engagement territorial des salariés, c'est que les salariés puissent avoir du temps pour participer à du mécénat ou à des actions partagées avec le territoire, et la contribution à la santé. Exemple, est-ce qu'il y a une politique QVT, qualité de vie au travail, pour les individus? Ça, c'était pas sorti aussi en 2018. Il y a aussi, avec le vieillissement de la population, une question sur comment l'entreprise permet à des aidants de pouvoir assister leur famille. Vous voyez, donc des nouveaux sujets qui apparaissent au fur et à mesure des années. Alors, qui de mieux pour nous en parler que la Fédération des entreprises d'insertion? Alors là, j'ai la chance d'avoir avec moi le délégué général, Antoine Laurent. La fédération existe depuis 35 ans et regroupe des entrepreneurs engagés dans des modèles d'entreprise intégrant l'inclusion dans leur modèle d'affaires. Donc là, on a parlé au départ de quantité de travail. Là, on va parler de qualité de travail, formation, insertion, inclusion. Pouvez-vous nous donner vos retours sur ce sujet? Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, juste pour introduire et donner le contexte, la Fédération des entreprises d'insertion représente les près de 2000 entreprises d'insertion qui existent en France, qui est un modèle assez unique au monde. Il y a d'autres similitudes en Europe et d'autres pays à travers le monde, mais la France est de très très loin le pays qui a développé ce modèle dans cette amplitude-là. Ce que l'on cherche à faire, c'est de répondre à une des grandes problématiques que vous avez évoquées là, par exemple, qui est de faire le trait d'union entre les personnes qui sont exclues de la société et du marché du travail, qui vivent dans l'isolement, qui vivent dans du chômage de longue durée et qui n'ont pas suffisamment d'armes, de billes pour pouvoir se remettre au niveau de l'exigence du marché du travail. Et les entreprises d'insertion, qui représentent plusieurs milliards de chiffres d'affaires, on accompagne plus de 100 000 personnes par an dans ces parcours-là, vont permettre à des gens qui sont exclus de rentrer dans des conditions d'emploi un peu adaptées, à 35 heures payées au SMIC, mais dans lequel on va, grâce à une aide de l'État, pouvoir les accompagner à lever tout un tas d'obstacles auxquels elles sont confrontées pour pouvoir, au bout de quelques mois de parcours au sein de nos entreprises, au bout de maximum 2 ans, ces gens vont sortir de nos entreprises, ce qui est un peu particulier, c'est-à-dire qu'on investit dans du capital humain pour au final que ces gens partent, mais c'est notre job, c'est notre mission, et c'est ce qui fait un peu la beauté de ce qu'on fait. Et on les aide à, derrière, pouvoir régler les problèmes de logement, les problèmes de mobilité, les problèmes de santé, les problèmes de santé mentale, les problèmes de financiers, les problèmes de papier, les problèmes de toutes sortes de choses qui aujourd'hui empêchent de pouvoir travailler. Parce que il y a un adage un peu agaçant qui laisse à croire que les chômeurs sont chômeurs parce qu'ils le souhaitent. En réalité, c'est plutôt parce qu'ils en sont contraints et notamment parce qu'ils ont beaucoup d'obstacles à surmonter que eux seuls ont beaucoup de mal à dépasser. Et donc, c'est ce que l'on fait. Et intrinsèquement, les entreprises d'insertion, qui sont pour beaucoup assez connues, qui sont déjà très implantées partout en France, en fait, répondent assez bien à tous ces critères-là, puisque nous avons un niveau d'exigence nous-mêmes à respecter au regard du conventionnement et du soutien financier que l'on reçoit de l'État. Chaque poste en insertion que l'on a reçoit une aide financière de l'État, qui est un peu menacée en ce moment, mais on y travaille. Et on voit bien que si on revient sur l'enjeu de l'ancrage territorial, ça donne des beaux exemples. Et on voit bien aussi que parmi nos entreprises, celles qui font les choses le mieux sont justement les entreprises qui parviennent à bien se mettre en synergie avec l'ensemble de l'écosystème du coin, puisque lever des freins à l'emploi, chose que nous faisons par spécialité, mais que plein d'entreprises le font aussi de leur côté, ça nécessite beaucoup d'interconnexion avec l'ensemble du réseau. Des choses bêtes, mais que beaucoup oublient, par exemple, la question de la garde d'enfants, c'est un énorme frein à l'emploi pour majoritairement les femmes. Eh bien, ça demande un peu d'effort pour l'employeur, et en particulier pour nous, puisque c'est un critère sur lequel on peut être attendu, eh bien, de chercher des solutions de garde, d'aller négocier des prix, d'aller vraiment aller prendre des rendez-vous avec des solutions de garde par-ci par-là. Sur la santé, c'est pareil, on a des relations très étroites avec d'abord évidemment la médecine du travail, mais avec d'autres centres de spécialité pour essayer de les accompagner, trouver les bonnes solutions. On va les aider sur les notions d'endettement, on va solliciter des acteurs qui sont spécialisés là-dedans, que ce soit des ONG ou associatifs, ou que ce soit des institutions publiques qui ont des programmes. Et puis évidemment, après, il y a l'enjeu d'aller trouver un emploi derrière avec les employeurs du territoire et réussir à faire matcher
les compétences et les profils de ces personnes avec les attendus des employeurs. Et on voit aussi que sur le marché de l'emploi, qui est donc ce grand jeu d'essayer de faire matcher entre des demandeurs et des employeurs, il y a beaucoup de dysfonctionnements en France, notamment sur l'enjeu de la discrimination que vous pointez là, parce que voilà, il y a plein de gens qui ont sur eux des apparences qui déplaisent, qui viennent en confrontation avec beaucoup d'a priori. Eh bien, c'est un travail collectif à mener, mais que chaque employeur peut aussi prendre sa part de casser ses a priori et puis de vraiment regarder les ressources et tout le potentiel qu'il y a en une personne et surmonter ces a priori qui créent malheureusement de très fortes discriminations en France et qui expliquent, je pense, pour beaucoup, le fait qu'on a plus de 400-500 000 emplois non pourvus en France alors qu'on a 4 millions de chômeurs. Merci beaucoup Antoine. On va passer, on reviendra sur ces axes parce qu'on ne peut pas les traiter qu'en quelques secondes, mais on va passer à un axe qui est aussi très cher à Auré, qui est l'axe responsabilité et contribution environnementale. Je tiens bien à contribution environnementale dans ce titre parce qu'il y a l'impact des activités directes. Là, on va parler de pollution, mais les entreprises peuvent aussi avoir un impact positif. Je pense à la station d'épuration des eaux qui peut servir aux entreprises aux proximités. Je pense à de la restauration biodiversité. Tout le monde n'est pas là que pour polluer. En tout cas, il faut prendre conscience de ces impacts négatifs pour les réduire, les préserver. Et il faut aussi contribuer de façon positive. Donc, dans les contributions qui peuvent être positives, il y a affiner la connaissance du territoire. Quand une entreprise fait une étude environnementale, alors souvent par pression réglementaire, elle peut avoir une connaissance de la biodiversité sur son territoire qui peut servir à tous, par exemple. Donc, elle peut contribuer derrière à la préservation de la biodiversité. On va parler de trempe verte, de trempe bleue. On va parler d'artificialisation des sols à limiter. Et l'entreprise peut aller jusqu'à la contribution à l'aménagement du territoire. On a vu des entreprises se faire livrer maintenant et réouvrir des voies ferrées qui vont servir à tous. Donc je pense qu'il faut regarder cet aspect environnemental de façon plus large que ce qu'on a l'habitude de prendre. Et Saventia, donc, qui nous a challengé pour cet indicateur, qui est une entreprise. Alors, si je vous dis le rustique, Caprice des Dieux, Saint-Mauré, vous allez vite comprendre de qui je parle. Donc, une entreprise agroalimentaire indépendante de plus de 70 ans, et je crois que vous êtes présente dans 120 pays. Vous avez à cœur de mettre en œuvre et de maîtriser des politiques environnementales en termes d'ancrage local. On n'est pas là on va parler vraiment d'ancrage et de politique bien spécifique et locale. Allons-y. J'ai la chance d'avoir Isabelle Olivier, responsable de la performance extra-financière de Saventia. Qu'est-ce que vous avez fait chez Saventia à ce sujet ? Alors, bonjour à tous. Alors, Saventia, on a l'habitude de dire, nous, la RSE, c'est dans notre ADN, puisqu'en fait, elle a été embarquée dès le début dans le projet d'entreprise par notre fondateur, Monsieur Jean-Noël Bongrain, avec autour d'une vocation qui est d'entreprendre pour bien nourrir l'homme. Alors, on est dans l'agroalimentaire, tu l'as dit, donc ça tombait bien. Et une finalité qui résonne particulièrement, que je vais vous lire avec notre sujet d'aujourd'hui, qui est participer au développement économique, social et environnemental des territoires qui accueillent le groupe et servir le bien commun. Voilà, on n'a pas besoin d'en dire plus, on y est. Donc notre politique RSE, elle a été structurée il y a plus de 10 ans autour d'axes d'engagement, dont un qui est principal et on va y revenir, qui est de réduire notre impact environnemental. C'est un engagement majeur. Nous avons des fromageries, des laiteries, elles sont dans les territoires. Vous vous doutez bien qu'on n'est pas en centre-ville sur ces choses-là. Et on a des producteurs laitiers. Donc voilà, c'est très important pour nous. Et la RSE, chez Saventia, elle fait corps de la stratégie. Ce n'est pas quelque chose qui est à part et ce n'est pas que l'affaire de la direction RSE. Bien au contraire, nous on dit qu'elle doit transpirer, elle doit aller dans les métiers. Et quand on parle de sujets environnementaux, c'est l'affaire du directeur industriel du site. Et c'est l'affaire aussi du ou de la directrice générale. Parce que voilà, ça doit se porter au plus haut et ça doit être vécu. Donc, tu le disais, des actions orientées, on en a plein, mais on a particulièrement, on peut en parler de deux, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, très importante dans nos domaines comme dans d'autres, et puis la préservation des ressources hydriques, parce que pour faire du fromage, on ne sait peut-être pas, mais on chauffe, on refroidit et on lave beaucoup, on a des conditions d'hygiène très strictes, donc on a besoin d'eau. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, voilà. Donc nous, on a pris l'engagement, on vient d'être validé par le SBTi d'une trajectoire 1.5,
donc SBTI qui fait un peu référence. On a aussi une trajectoire plus long terme net zéro à horizon 2050. Mais par exemple, sur la 1.5, on s'engage à réduire de plus de 67% nos émissions. Donc ça, voilà, une fois qu'on s'est dit ça, comment on fait? Et donc là, on en vient à notre ancrage local. C'est que nous, cette mise en œuvre, on ne peut l'envisager que localement. Elle n'a du sens que localement. Elle doit être adaptée au territoire dans lequel on est. Et donc, tu as parlé du Caprice des Dieux et je vais parler donc de la fromagerie d'Ilou, où on a installé une chaudière biomasse. Donc, Ilou est un territoire en Haute-Marne, beaucoup de forêts. Chaudière biomasse, mais bien sûr sourcée localement. Donc, avec du bois, une forêt gérée durablement. Ça a fait du sens chez Ilou. Et ça nous a permis de passer d'une énergie fossile à une énergie un peu plus renouvelable. Donc, et de connaître aussi notre environnement. Et on continue de développer ça. Mais on a aussi, nous, cette notion de performance globale. Et dans l'outil, on l'aborde, cette chose-là. C'est qu'on essaie de faire du bien à l'environnement, en tout cas de ne pas le dégrader. Mais c'est une performance aussi financière. Et il faut pas le nier. Ça nous a permis, quand on a vu l'inflation sur le gaz, c'est gagnant ce genre de solution. Et puis la souveraineté, donc souveraineté énergétique. Donc réduire notre impact environnemental, c'est un panier de solutions. On fait de la sobriété, donc ça c'est comme chez nous, on éteint la lumière, on prend pas des douches qui durent 3 heures comme on a l'habitude de dire. Donc voilà, ça c'est des choses simples, mais il y a des investissements aussi, plus lourds, des procédés plus innovants. On ne va pas parler trop technique, mais de l'osmose inverse, voilà, pour le fromage avec des membranes qui nous permettent d'économiser de l'eau et de l'énergie. Donc ça, on développe tout ça. Et puis l'accompagnement des pouvoirs publics avec des réglementations qui évoluent. Si on passe sur l'eau, la réutilisation des eaux usées. Enfin, nous, on y croit beaucoup. Eaux usées, ça, voilà, tu parlais des steppes, mais les steppes, il faut traiter de l'eau et souvent, il y a une qualité d'eau qui ressort, qui est très proche de quelque chose qu'on peut utiliser. Donc nous, on croit beaucoup à ça. Tu l'as dit, sur le territoire, nos usines, souvent, on a des stations d'épuration qui servent à la mairie, qui servent aux habitants. Donc voilà, donc c'est ça l'illustration. Donc nous, en fait, le global, on donne la direction, et puis le local, il nous trouve les solutions. C'est vraiment comme ça qu'on fonctionne. La préservation, ça passe aussi par l'accompagnement de nos partenaires producteurs laitiers, j'en ai parlé. Aujourd'hui, les producteurs, enfin pas les producteurs laitiers, mais le méthane, les vaches, les pauvres, c'est plus de 90% de notre empreinte. Donc on doit être à leur côté. On ne peut pas se dire ça ne nous regarde pas. Donc aussi sur des moyens, des agricultures plus durables. Donc on travaille aussi avec ça. Et puis voilà, on a le GES, on a les eaux, et puis il y a tout le reste. Donc on s'intéresse aussi beaucoup à la biodiversité, tu l'as dit, sur les territoires. Là aussi, quelque chose qui n'a de sens que localement. Une fromagerie en Haute-Marne et une autre en Normandie. C'est pas la même chose, c'est pas la même biodive, donc on s'y intéresse, l'artificialisation aussi. Et puis, on est aussi sur la gestion des déchets. Alors, on ne produit pas de déchets, mais on en génère. Voilà. Mais au-delà, une fois qu'on s'est dit ça, économie circulaire, qu'est-ce qu'on en fait et comment sur nos territoires on trouve des solutions? Comment vous faites dans des pays, puisque vous êtes présent dans 120 pays, Oui. qui ont des contraintes environnementales plus faibles? Est-ce que c'est... vous allez vers le plus 10 ans, le moins de 10 ans? Le plus 10 ans. Alors, on est un groupe, donc à partir de ce moment-là, toutes nos filiales dans le monde entier, on a les mêmes exigences, c'est-à-dire qu'on a, quand on parle de ces réductions d'émissions de gaz à effet de serre, chacun a ses objectifs, bien sûr, avec les contraintes, mais personne n'y échappe. C'est-à-dire que on peut en parler en Amérique du Nord ou Amérique du Sud, on a des objectifs. Voilà, et ce sont les mêmes, c'est le groupe, la trajectoire groupe, donc tout le monde contribue. Donc on s'adapte, mais en ne perdant pas de vue qu'il faut réduire et diminuer cet impact, même localement. Merci beaucoup Isabelle. On va passer au 4e axe, l'axe de gouvernance. Alors évidemment, on a vu les 3 aspects un peu thématiques, mais ça ne peut pas se faire si on n'analyse pas comment l'entreprise utilise et façonne sa gouvernance pour s'ancrer localement. Donc, on va parler là d'identification et de dialogue nécessaire avec les parties prenantes, de transversalité et pilotage de l'ancrage local, évidemment d'éthique. Là, on sort de la France, cet outil, je ne vous l'ai pas dit, mais il peut être utilisé dans n'importe quel pays du monde, dans n'importe quelle taille d'entreprise. Donc, l'éthique est fondamentale. Alors, Enedis, je pense que tout le monde te connaît, Elisa Madali, qui est directrice de la responsabilité sociale et environnementale. Enedis, normalement, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le petit copain d'EDF quand même. Donc c'est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité. Et vous avez été une des premières entreprises d'énergie, voire la première en 2023, à devenir entreprise à mission. Alors j'étais au comité partie prenante d'Enedis, donc c'était une très belle nouvelle. Et vous avez un axe
au-delà de votre ADN, de cette politique de la société à mission qui est, je l'ai recopié, agir dans les territoires, engager nos ressources et nos investissements au plus près des collectivités, au service de la cohésion et de la résilience des territoires. Si ça, c'est pas de l'ancrage local, je ne sais pas ce que c'est. Et si c'est pas avec de la gouvernance partagée, je ne sais pas comment vous pourriez le réaliser. Donc, je te cède la parole pour que tu m'expliques comment vous œuvrez en gouvernance partagée. Merci beaucoup Nathalie, bonjour à toutes et à tous. Oui, tu as raison, en fait, quand on parle de Enedis, ancrage local, etc., en fait, c'est dans notre ADN. On a un ancrage local très fort, un ancrage interdépendant. On va voir, on est déjà en haut de la pyramide, mais c'est parce que ça fait partie en fait de l'histoire du réseau de distribution de l'électricité en France. Donc, bon, tu l'as dit, on est une entreprise à mission. On est aussi un service public. Je pense que dans le système de gouvernance et de rendre service au territoire, ça compte beaucoup. Et on est présent dans la quasi-totalité des territoires en France, plus précisément dans 95% de la France métropolitaine. Et en fait, le système de gouvernance qui permet en fait finalement de répondre aux 3 premiers axes, c'est la transversalité, c'est le reflet de l'étendue de le réseau de distribution de l'électricité en France. C'est le réseau d'Enedis, le réseau que nous gérons, c'est 1,4 million de kilomètres de lignes. Ça fait 35 fois le tour de la Terre partout en France. Donc, quelque part, ça conditionne la manière dont on traite le local, le national et comment on dialogue avec nos parties prenantes. Et ça nous rend aussi indépendants par rapport à notre maison de mère. Tu as dit, Nathalie, enfin le petit copain, en fait, on est 100%, on appartient 100% au groupe EDF, mais je tiens à dire qu'on a une gouvernance justement et une gestion indépendante parce que justement, on est au service et on travaille avec tous nos clients, nos fournisseurs d'électricité, y compris notre maison mère, sont nos clients. On est au service de 39 millions de clients à qui on sert chaque jour une électricité, on distribue une électricité décarbonée à 95%. Alors cette gouvernance, elle est d'abord organisationnelle, la manière dont on s'est organisé pour répondre en fait à nos missions de service public et entreprises à mission. Pour nous, la France est partagée en 25 régions, donc vous voyez que c'est une maille beaucoup plus fine que la maille des 12 régions administratives. Chaque région, donc on en a 25, chaque région gère plusieurs départements. Et donc, comme on a une centaine, on a ce qu'on appelle 100 directeurs territoriaux qui sont en contact direct avec leurs parties prenantes en région. Alors, à commencer par les collectivités locales. Pourquoi ? Parce que ce sont les collectivités locales qui sont propriétaires du réseau de distribution. Nous sommes dans un régime de concessionnaires concédants, mais aussi il y a des associations, les collectivités, je l'ai dit, des associations, des producteurs, les clients, les associations et les fédérations des énergies renouvelables. Donc, quelque part, c'est le directeur territorial qui a ce point fédérateur avec les acteurs des territoires et il s'appuie sur ces équipes. On a un millier de ce qu'on appelle interlocuteurs privilégiés dans tous les territoires en France. Alors, on parlait de la responsabilité sociétale et environnementale. Là aussi, on a des responsables RSE, mais la plupart du temps, c'est ce directeur territorial qui porte cette responsabilité au sein de son territoire. Alors, comment ça se passe ? Au niveau de mes équipes, on est en national, on codéfinit tous les ans ce qu'on appelle un PARS, un plan d'action de responsabilité sociétale et environnementale, avec des objectifs donnés à chaque région administrative. Chaque région reçoit cette notification, mais là où l'action a lieu, là où l'impact positif a lieu, est bien dans les territoires. Sur le plan dialogue avec les parties prenantes, je pense pouvoir dire qu'on est une des rares entreprises en France qui a 25 conseils de parties prenantes en région. On y tient et qui
finalement, qui fait écho à un comité national, à un comité de mission national, parce que tu l'as dit Nathalie, on est une entreprise à mission et donc on doit avoir un comité de mission en national, mais en fait l'interaction, le challenge, ceux qui nous challengent dans les régions, c'est à travers ces conseils de parties prenantes en région, que ce soit sur notre impact, sur comment on peut faire pour aller plus loin dans la transition écologique. Par exemple, il y a 3 ans, quand on a fait notre matrice de matérialité, tu en as parlé, nous avons mis à contribution nos conseils des parties prenantes en région. Et aujourd'hui, on est en train d'écrire un nouveau projet d'entreprise. Et ce projet, on met à contribution à la fois nos CPP, mais également notre comité de mission, au niveau national. Côté achat, alors on a parlé évidemment, je pense que la gouvernance d'Enedis, c'est lié à sa stratégie achat, où j'achète, vers qui j'achète, et on sait très bien que dans cette période un peu d'incertitude, de tension géopolitique, l'ancrage local, la souveraineté est vraiment fondamentale. Nous, on passe en fait à peu près entre 4 et 5 milliards d'euros d'achats par an, et ça se passe dans les territoires. 98% de nos partenaires industriels pour les travaux sont en France et 2/3 de nos matériels réseau sont fabriqués en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Enedis passe commande à une entreprise, on donne assez de visibilité à cette entreprise pour que nos fabricants de matériel puissent créer des usines en France. Et donc, la souveraineté fait partie, en fait, de cette gouvernance. Et je terminerai par une de nos objectifs statutaires que tu as très bien cité, déployer nos ressources et investissements au plus près des territoires. En fait, il s'agit de toutes les actions qu'on met en place pour adapter le réseau, d'adaptation face aux aléas climatiques, mais également le moderniser pour pouvoir œuvrer et livrer la transition écologique. Voilà. Merci Elisa. Donc on va passer au concret et au projet emblématique. Ce que vous avez envie de mettre en avant, c'est ce qu'on s'est dit pendant la préparation. Donc on va recommencer, Manuel, avec EDF. Tu vas nous amener dans les rivières. Donc un projet qui s'appelle Une rivière, un territoire, et qui va mixer ces 4 axes, j'imagine. On a 2-3 minutes parce que je crois qu'on a pris un peu de retard, par projet, mais on y va. Ok. Donc il y a une douzaine d'années. Alors vous avez bien compris les difficultés qu'on a à gérer quand on est une entreprise dans des territoires ruraux, éloignés, etc. Donc il y a une douzaine d'années, on a créé un programme spécifique pour les territoires de montagne parce que ce sont des territoires spécifiques. Et ce programme s'appelle Une rivière, un territoire. Ça porte bien son nom. C'est-à-dire qu'on développe ce programme pour soutenir l'économie, l'emploi, l'innovation, l'attractivité de ces territoires valléens où on a des ouvrages hydroélectriques, des barrages ou des centrales hydroélectriques. Alors, comment ça fonctionne? Donc, on a dans chacun des territoires, Massif central, Pyrénées, les Alpes du Nord, du Sud, la vallée du Rhin, là où on a des barrages, on a des petites équipes dédiées à l'activité économique avec les parties prenantes du territoire. Donc, ces gens-là sont chargés d'aller contribuer, apporter l'aide d'EDF Hydraulique à leurs propres initiatives économiques ou sociales. On a un fonds d'investissement qui permet de soutenir le développement d'entreprises locales qui vont elles-mêmes embaucher 2, 3, 4 personnes, parfois plus, dans la vallée, ce qui participe à l'animation économique. Et puis, on a une feuille de route, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on soutient ou qu'est-ce qu'on ne soutient pas dans la vallée. Cette feuille de route, elle est élaborée avec les parties prenantes socio-économiques, les élus, les CCI, les chambres de métiers, etc. Et selon les territoires, on n'a pas les mêmes feuilles de route, parce que les contextes des vallées sont différents entre la vallée du Rhin, les Pyrénées ou les Alpes. Et donc, par exemple, dans certaines équipes Une rivière, un territoire, on est amené à soutenir le développement de la filière vélo. Ça paraît éloigné du métier de producteur d'énergie, sauf que le développement du vélo en montagne, c'est un relais d'activité, notamment par rapport à tous les changements climatiques et d'économie de demain. Donc, comme c'est une filière importante pour les territoires, on dit « Ok,
on va regarder ce qu'on peut faire pour vous accompagner dans le développement. Alors parfois ça peut être un peu de financement, parfois c'est de l'ingénierie, parfois c'est de la mise en réseau, parfois c'est de la connexion entre les Pyrénéens et les Alpins qui travaillent sur le même sujet, mais sans forcément le savoir ou en tout cas sans forcément se parler. Donc la feuille de route, nos axes, ils sont vraiment déterminés avec une discussion du territoire. Sur quoi voulez-vous qu'on vous accompagne et qu'on vous aide ? Un autre élément de cadrage, on ne fait pas de sponsoring sportif, on ne fait pas de mécénat culturel, on n'intervient pas sur les thématiques environnementales, ça ce sont nos professionnels des barrages, les exploitants. Donc nous, on élargit ces territoires d'intervention au sujet économie, emploi, inclusion, innovation. Voilà. Et donc après, comment ça se passe ? On participe à toutes les initiatives, quasiment toutes les initiatives qui se passent à la maille des vallées ou des grands espaces valléens, que ce soit des forums dans l'emploi, des appels à projets d'innovation, des initiatives de la French Tech, territoire zéro chômeur de longue durée quand c'est dans les vallées. On travaille avec des appels à projets innovants, les pôles de compétitivité qui structurent le développement économique sur certains territoires. Donc on essaie d'être utile et d'apporter soit de la ressource humaine, financière, d'ingénierie, de réseau aux initiatives qui sont celles du territoire. Et quand ça correspond un peu avec nos enjeux, autour de l'eau, autour de l'emploi, de la sous-traitance, de l'innovation, ce que je vous explique au début, du coup, on y va et on s'engage. Voilà. Et l'exemple le plus marquant, c'est quand on a créé le programme il y a une douzaine d'années, on était allé voir pour faire la feuille de route dans les Alpes, et notamment à Grenoble, et on disait, alors, quelle filière on peut travailler ensemble ? Et les acteurs grenoblois et de l'Isère disaient, mais nous, on a un long passé hydraulique, on a une filière métallurgique, on a une filière de soudage, de sous-traitance industrielle, et on aimerait bien, nous, acteurs locaux, relancer et valoriser cette filière-là. Ça tombe bien, c'est notre métier. Donc on dit, OK, on va travailler ensemble. Et donc ça passait par plein de choses sur l'emploi, les jeunes, les écoles, la formation. Et on a créé un événement qui était au début un tout petit forum, salon des prestataires de la filière hydroélectrique. Et aujourd'hui, 10 ans après, c'est devenu un des 2 grands salons nationaux sur la filière hydroélectrique, avec 200 exposants qui viennent de partout en France, à Grenoble, et puis avec 2500 professionnels de toute la France qui viennent dans les Alpes à l'occasion de cet événement. Donc c'est plus tellement notre sujet à nous, c'est devenu vraiment ce qu'on voulait faire, c'est comment on a aidé à ce que ce développement, cette renaissance de la filière devienne un enjeu qui se territorialise dans les Alpes, et puis pour faire finalement beaucoup circuler les compétences entre les uns et les autres à l'occasion de ce salon. Pour ce très beau exemple. Alors, je vais repasser sur l'axe social. Donc, je crois qu'à la Fédération, vous êtes allé jusqu'à un projet de label, un label qui existe maintenant, si vous pouvez nous en parler. Oui, rapidement, puis je donnerai un petit exemple concret après. Donc, nous, on a développé un label qui s'appelle RSEI, qui est aligné sur le référentiel RSE engagé, certifié par l'AFNOR et qui a une complémentarité en 4e pilier à côté de R, S et E, qui est l'aspect insertion. Et il y a tout un chapitre autour de l'ancrage territorial qui recoupe assez bien ce que fait Auré, qui se fait sur 4 niveaux. Et ça illustre assez bien tout ce qu'on se dit là et tel que c'est structuré dans ce genre de référentiel. La première, c'est d'abord qu'une entreprise doit bien comprendre son territoire pour évoluer dedans et développer son business et lever toutes ses contraintes. Ensuite, c'est être proactif dans le développement du territoire, soit auprès des acteurs publics, auprès des réseaux divers privés et associatifs. Il y a le fait de l'entreprise elle-même vient, vous parlez de fonds de sponsoring par exemple, vient financer elle-même de développement d'innovation ou de mise en relation d'associations qui participent à la cohésion sociale, une sorte de sous-traitance pour laisser à d'autres spécialistes, notamment du tissu associatif, de créer cette cohésion dont a aussi besoin l'entreprise pour vivre. Et après, il y a l'étape vraiment ultime qui est de soutenir les salariés eux-mêmes dans leur ancrage territorial. Il y a un rapport qui est arrivé il y a peu de temps qui disait qu'il y a plus d'un quart des gens en France qui se sentent isolés et seuls. Ça fait beaucoup de gens quand même. Eh bien, les employeurs peuvent aussi avoir leur rôle pour aider ces personnes à trouver du temps, trouver de l'énergie, de la motivation et leur créer les bonnes conditions pour se mettre en relation avec des gens autour d'eux, aussi encore une fois grâce au tissu associatif. Et je pense à 2 exemples. Je reviens
proche des milieux de barrages hydrauliques. En Isère, on a une entreprise qui s'appelle Simplic, qui fait d'ailleurs de la sous-traitance industrielle pour pas mal de gros acteurs du territoire, qui le truc très basique que d'autres entreprises font beaucoup, qui est le fait de faire un bus qui va chercher les employés à gauche à droite. C'est un territoire assez rural où la plupart des gens n'ont pas de quoi se déplacer. Et malheureusement, les transports publics ne sont pas assez présents. C'est une chose très bête, mais qui peut vraiment débloquer énormément de stress et faciliter le fait que les gens arrivent bien à l'heure et qu'ils aient le temps, entre-temps, de déposer leurs enfants ou faire leurs courses le soir. C'est bête, mais de concilier cette vie perso, vie pro, notamment pour des gens qui sont fragiles, qui ont pas mal de soucis ou qui ont vécu des séparations et qui se sentent dépourvus de moyens. Voilà, et puis petite touche d'ironie, mais les TPE, PME ou entreprises publiques qui payent des impôts et qui financent les services publics localement, ça aide aussi. Toutes les entreprises n'ont pas cette assiduité, puisque certains font voler leurs bénéfices ailleurs, mais ça y participe énormément. Et derrière, comme derrière Enedis qui participe aussi au service public EDF, peuvent faire leurs travaux dans les bonnes conditions. Merci Savencia. Alors vous avez compris qu'il fallait faire un diagnostic poussé de son territoire pour pouvoir mettre en place des actions. On repart à Iloul ? On repart à Iloul où en fait on mène un projet, une expérimentation territoriale parce qu'on est convaincus que la viabilité de notre business, elle dépend de la viabilité de notre territoire. On est étroitement liés, on a des destins liés. Les territoires, on les a mis au cœur de nos engagements RSE, donc c'est vraiment, ça collait bien. Et donc c'est Iloul, en Haute-Marne, fromagerie où a commencé le Caprice des Dieux et où continue d'être fabriqué le Caprice des Dieux. Donc à la base de tout ça, c'est une conviction forte, on est liés. Et puis une prise de conscience quand même, on s'est vraiment posé, on s'est dit la revitalisation de nos territoires, elle passe par une action collective. Tout seul, on fera rien. Voilà, donc il faut qu'on soit ensemble. Et puis on s'est dit, faut quand même une démarche un peu structurée. Donc on s'est fait accompagner par AXA Climate. Et puis avec l'idée de se dire, faut qu'on connaisse mieux notre territoire et qu'on le comprenne. Donc là, ça fait un outil, l'éco avec l'outil Auré qui vraiment nous intéresse. Et on a amené une démarche, on a amené bien sûr des interviews, parce qu'avant, il faut savoir. Donc des collaborateurs, bien sûr, des fournisseurs, des clients, des producteurs de lait, la commune, des anciens salariés retraités qu'on est allé interroger, chambre d'agriculture, institut scientifique. Donc voilà, on a fait tout ce job-là. Et puis on a analysé aussi toutes les études qui existent. Donc études démographiques, études économiques, études climatiques. Iloul, en Haute-Marne, c'est un bassin qui est assez intéressant. Et puis ça nous a permis tout ça de mesurer, de prendre le pouls de notre territoire. Voilà. Savoir les forêts, tout ça, de mieux comprendre, de s'approprier la biodiversité, bien sûr. Et puis, on s'est aperçu aussi le bassin versant. On a appris plein de choses sur le bassin versant. Et la conclusion, c'était, c'est là qu'il faut agir. C'est une maille essentielle, le bassin versant. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est juste passionnant. Les forêts, l'eau, tout ce système, la biodive. Donc, chez nous, c'est ça. Donc, on est au début de cette aventure, mais on a déjà appris beaucoup de choses. Donc on a appris de nos territoires. Et puis ce que l'on se dit, c'est qu'on a des pistes de coopération qui sont prometteuses. On voit déjà plein de choses qu'on peut faire. Et puis un point qui est important, c'est l'attractivité. On en a parlé, on a des territoires un petit peu éloignés. Et la fierté de nos collaborateurs. C'est-à-dire qu'ils sont dans ces groupes de travail, ils sont intégrés, ils y vivent, leurs familles vivent sur ces territoires. Donc on les a intégrés. On a parlé le tissu associatif. Voilà, ça c'est des choses qu'on sait qu'on va faire revivre. Et puis voilà, l'outil Doré, nous, il tombe à pic. C'était le bon moment. Il est écosystémique. Il nous donne une vision d'un ancrage local. On apprend beaucoup en co-construisant. Là aussi, on co-construit sur un territoire différent, mais on co-construit. Et donc oui, on a hâte de le tester sur France et pourquoi pas ailleurs. On a déjà des idées dans la version renouvelée. Voilà. Elisa, un exemple ? Oui, alors pour terminer, je voudrais vous parler de notre démarche Planète, P-L-A-N-E-T, comme la planification écologique des territoires. Tout à l'heure, je parlais de nos plans d'adaptation au changement climatique, qui sont des gros programmes patrimoniaux, comment finalement rendre notre réseau, nos ouvrages plus résilients, plus modernes. Avec la démarche Planète, on a souhaité aller plus loin, c'est-à-dire d'aller au-delà de nos ouvrages et de voir comment, ensemble, collectivement, à la maille des différents territoires, on doit s'adapter.
Parce que clairement, ce qu'on voit tous les jours, les territoires sont en train de se transformer sous le réchauffement climatique. Les habitudes changent, la manière dont acheter une maison, regarder des choses, enfin, tout est en train de se transformer. Et il était très important, en tout cas pour Enedis, d'avoir prendre un peu une dimension de dialogue par rapport à l'adaptabilité et notamment au niveau de toute l'interdépendance qu'on a avec les autres opérateurs de services essentiels. Quand il y a des tempêtes, il y a des coupures d'électricité, il y a Enedis, mais il y a aussi les opérateurs de télécom. Quand il y a des périodes caniculaires, les trains ne marchent pas. Donc c'est super que nous, on soit bien préparés, mais si nos salariés n'ont pas de train pour venir au travail. Donc tout ceci, on les a mis dans une démarche et aujourd'hui, on est à 70% de déploiement, c'est-à-dire 70% de nos directions régionales ont déployé en fait cette démarche d'aller voir, d'interviewer, d'un peu confronter notre vision avec celle des autres. Et c'est là où on voit vraiment que, en fonction des territoires, en fonction des entités ou des agents économiques, cette notion d'adaptation où on vit tous les jours avec ça en tant que gestionnaire d'infrastructure. Dans d'autres secteurs, c'est assez hétérogène. On sait tous qu'il faut réduire notre empreinte de CO2. Il n'y a pas tant de gens qui savent qu'il faut qu'ils s'adaptent aussi. Donc clairement, l'adaptation, l'atténuation, ça fait partie de notre stratégie climat et de la complémentarité. Et on a mis aussi sur notre feuille de route mission 2024-2026 cette démarche. Normalement, la démarche doit être finalisée fin 2026. Et tout ça pour dire que finalement, en fait, ça montre que si Enedis, on va dire, réfléchit ou donne une vision sur le plan global, l'impact ne peut être que local et l'action est dans les territoires et pas au siège de l'entreprise. Merci, on a presque fini. Juste pour vous dire que vous l'avez bien compris, ces 4 axes sont interdépendants, comme l'entreprise l'est à son territoire. Si vous voulez avoir plus d'informations sur l'ancrage local, n'hésitez pas, le groupe de travail continue à se réunir, mais il y a aussi les expérimentations sur des territoires. On parle de Guyane, de Brésil et de régions françaises. Enfin, si vous avez envie de participer à ces expérimentations, contactez-nous. Je pense que vous avez les coordonnées dorées qui se sont inscrites. Et je voudrais faire un grand merci à nos intervenants. Je pense qu'on peut les applaudir parce qu'ils ancrent localement leur entreprise et ils partagent avec nous leurs connaissances pour faire évoluer ces outils. À très vite. Je crois qu'à 16h, il y a une grande plénière, donc je ne veux pas vous prendre plus de temps. Bon après-midi à tous.